Bonjour tout le monde. Avant tout, je tiens à remercier les organisateurs pour m'avoir invité pour parler donc de cet élément très important de l'allergie qui sont les IgE. Et je les remercie pour ça. Alors 150 ans. 150 ans, je pense que c'était la période pour façonner un petit peu cette nouvelle entité nosologique qui est l'allergie. Le professeur Attal l'a montré tout à l'heure. Il y a eu de grands changements pendant toute cette période-là. Des changements au niveau de l'environnement, des changements au niveau de l'alimentation, des changements de l'agriculture, la pollution. Tout ça a permis donc l'avènement, l'apparition de cette nouvelle pathologie qui sont les phénomènes d'allergie. Et donc il y avait un cumul de patients et il y avait une nécessité d'étudier donc ce phénomène-là. Concernant l'IgE, vous allez voir au travers de quelques planches que la naissance n'était pas très rapide, la découverte n'était pas très rapide, qu'elle est passée par plusieurs étapes entrecoupées par des périodes où il n'y avait pas beaucoup de résultats. Il fallait attendre jusqu'à 1921 avec Prosny et Kussner et la fameuse réaction de transfert de sérum pour mettre en évidence cette nouvelle entité contenue dans le sérum des sujets allergiques et qui pouvait être transférée d'un sujet allergique et donner les mêmes résultats chez un deuxième sujet qui n'était pas allergique. C'est la réaction de Prosny et Kussner qui ont dénommé ce facteur-là réagine. Mais rien ne s'est passé pendant une cinquantaine d'années. Par la suite, il fallait attendre les travaux d'Uppsala en Suède, l'université d'Uppsala, avec les travaux de Johansen et Benich en 1965, qui ont découvert chez un patient atteint de myélome multiple une nouvelle protéine, un composant monoclonal qui n'arrivait pas à typer, qui était atypique. Ce composant monoclonal n'était pas une IgG, ce n'était pas une IgM, ce n'était pas une IgA, c'était même pas la toute nouvelle et récente immunoglobuline découverte à ce moment-là, l'IgD. Ils l'ont dénommé IgX. Et là, vous avez un petit peu l'immunoélectrophorèse qui a permis donc les premières caractérisations de cette nouvelle entité. De l'autre côté de l'Atlantique, les Ishizaka. Je n'ai pas mis Ishizaka tout seul. Monsieur Ishizaka travaillait avec sa femme. Et toutes ces publications, il les a faites avec sa femme. Donc j'ai mis les Ishizaka. Travailler eux aussi sur ces facteurs-là, des facteurs de la réaction donc, qui induisaient donc, cette libération d'histamine suite ou bien grâce à ces réagines-là. Ils travaillaient à Denver, mais par contre, pendant 5 ans, ils insistaient que ces réagines-là étaient d'isotype IgA. Ils avaient beaucoup publié à ce moment-là en disant que la chaîne lourde de cette immunoglobuline-là était une chaîne alpha. Ils ont rapidement revu donc en 1966, ils ont revu un petit peu leurs résultats. Et là, vous avez des techniques d'Ushter-Looney qui ont démontré que la protéine qu'ils recherchaient en fin de compte et qu'ils l'ont dénommée gamma-E n'était pas une IgA, mais une nouvelle entité qu'ils ont appelée gamma-E. Si on revient encore une fois à Uppsala avec Johansen et Benich, donc ils ont pu mettre en place un dosage radio-immunologique très sensible, qui est le RAST. Ils ont pu, à ce moment-là, démontrer, caractériser toutes les caractéristiques, mettre en évidence toutes les caractéristiques physico-chimiques, les caractéristiques fonctionnelles d'inhibition de la réaction de Prosny et Kussner, mais aussi de mettre en évidence que cette immunoglobuline-là est très élevée chez les sujets allergiques. Les deux équipes, bien évidemment, les grands esprits, se retrouvent en 1976. Pourquoi ? Pour échanger leurs réactifs. Ils voulaient faire un contrôle indépendant pour comprendre et savoir est-ce qu'ils travaillaient effectivement sur la même protéine ou pas. Et bien évidemment, sans grande surprise, l'IgX, c'était l'IgND. ND, c'était les initiaux
ou l'initiale du patient chez lequel ça a été découvert, c'était la gamma E, c'était la nouvelle IgE. Johansen et Binich avaient une avance dans le domaine de la radioimmunologie. Ils ont mis en place le RAST, ils l'ont imposé, plutôt il s'est imposé comme technique de dosage incontournable dans la pratique de l'allergologie. L'OMS n'était pas insensible donc à toutes ces découvertes, à tous ces rapports, toutes ces recherches. Donc elle a invité les différents protagonistes à discuter leurs travaux au niveau donc, du Centre international de référence sur les immunoglobulines basé à Lausanne. L'IgE est né et il y avait une recommandation de l'appeler ainsi. Il y a un hommage qui devrait être rendu à ce monsieur-là. C'est un patient anglais et c'est le deuxième cas de myélome multiple qui a été découvert et publié dans le monde grâce à ce patient-là qui a accepté de subir des plasmaphérèses hebdomadaires pendant une année. Une grande quantité de plasma a été récoltée. C'était le seul réactif qui a permis à toutes les équipes au monde de travailler pendant une dizaine d'années à caractériser cette IgE. Alors, dans le même sens, je rends hommage et je me permets, au nom des immunologistes algériens, de rendre hommage aux pionniers de l'immunoallergologie algérienne, professeur Abadi, professeur Rabhi, professeur Rafour, qui ont œuvré au développement de l'immunoallergologie algérienne. Merci. Quel est l'impact de la découverte des immunoglobulines d'isotype IgE? Le grand impact étant la reconnaissance de l'allergie. L'allergie n'est plus une science clinique empirique, c'est un phénomène mesurable. C'était dans les premières, d'ailleurs, publications de Johansen qui parlaient déjà de phénomènes d'atopie et qui classait les phénomènes cliniques selon la présence ou l'absence de cette immunoglobuline-là. D'ailleurs, Jelly Combs, dans la même période, ont classé les états d'hypersensibilité selon les mécanismes en fonction de la présence des effecteurs ou non. C'est ce qu'on voit actuellement dans les toutes dernières classifications. Autre impact, il y avait cette nouvelle aussi approche de l'inflammation. Il n'y avait pas de macrophages, il n'y avait pas de polynucléaires neutrophiles, mais on assistait à une toute nouvelle inflammation basée sur les mastocytes, les eosinophiles et les basophiles et certaines cytokines qui n'ont pas été encore décrites. Autre impact très important à l'époque, c'était la caractérisation, l'apparition de ce concept d'aptène, des molécules chimiques inertes de faible poids moléculaire qui sont à la base non immunogènes, non antigéniques, mais qui produisaient des phénomènes d'allergie. En réalité, c'est le couplage aptène-transporteur qui créait des néoépitopes capables de stimuler le système immunitaire et de créer les phénomènes d'allergie. D'ailleurs, les allergènes ont été décrits aussi à ce moment-là. L'impact au niveau du diagnostic biologique mérite une toute autre conférence, comme vous le connaissez. Et aussi le fait de doser ces IgE dans différents processus et dans différents états pathologiques a permis de comprendre qu'une augmentation des IgE pouvait se voir au niveau de plusieurs états. Les parasitoses, les infections virales ou bactériennes, l'exposition prolongée à certains toxiques, certains polluants, la consommation d'alcool, des effets secondaires à certains médicaments qui se sont vus carrément retirés du marché et certaines conditions particulières comme dans la thérapie cellulaire. Alors 50 ans après, où sommes-nous? Sincèrement, en faisant cette conférence, je ne pouvais pas sauter directement à l'actualité d'aujourd'hui sans passer par des étapes très importantes pour un immunologiste et dans la vie des immunoglobulines d'une manière générale et de l'IgE en particulier. 3 prix Nobel. En 1972, Porter et Edelman qui ont caractérisé
complètement la structure et la fonction des immunoglobulines. Jern, Milstein et Kohler, en 1984, qui ont eu le prix Nobel pour la synthèse des anticorps monoclonaux qu'on utilise aujourd'hui dans la thérapie, dans les biothérapies, anti-TNF, tout ce qu'on connaît comme biothérapie. Et enfin, Tonegawa, prix Nobel de médecine pour ses travaux sur les recombinaisons des gènes, des immunoglobulines, et c'est lui qui a bien décrit, comment on peut passer d'un isotype IgM pour un sujet vers un isotype IgE et donc une allergie, et pour le même antigène, on passait d'un isotype IgM vers un isotype IgA, IgG ou IG ou autre, et donc n'ayant pas avoir d'allergie. Actuellement, la structure des IgE, elle est bien décrite. C'est une molécule qui est imposante par rapport aux IgG qui ont été décrites les premières. 5 domaines, les gènes sont bien séquencés, la séquence peptidique aussi. Elle a des caractéristiques particulières à elle. C'est l'immunoglobuline la plus glycosylée parmi les autres, thermolabile, et elle a une concentration très faible en circulation. On comprend très bien pourquoi, parce que la plus grande ou la majorité des IgE sont fixés au niveau de leur récepteur, le récepteur de haute affinité. Elle ne passe pas, il n'y a pas de passage placentaire parce qu'il n'y a pas de récepteur à ce niveau-là, et elle n'active pas le complément. On ne peut jamais parler de l'IgE sans parler de son récepteur de haute affinité. Des caractéristiques très importantes, à savoir une très forte affinité dans le domaine. Cette affinité est vraiment exceptionnelle pour une immunoglobuline. Elle permet de retenir les IgE à la surface des mastocytes et basophiles pas moins de 3 semaines. Et cette expression, deuxième caractéristique très importante, elle est régulée. Le nombre peut passer de 300 récepteurs à 700 000 récepteurs en fonction de l'état. Ce récepteur est très important, il est impliqué dans la phase précoce, mais aussi dans la phase tardive de l'allergie. Et on a compris aussi maintenant que ce récepteur-là n'agissait pas seul, qu'il y avait tout un réseau autour des récepteurs des IgE qui agissaient ou bien en synergie ou bien comme antagonistes. Cela nous ramène à parler de la synthèse des IgE et de sa régulation. 50 ans après, l'image, elle est claire. C'est une image en haute définition, voire en 4K pour certains, parce qu'on connaît maintenant et on comprend très bien quelles sont les différentes cytokines qui étaient méconnues auparavant et qui sont bien décrites maintenant dans cet environnement et qui vont aider ou bien entraîner la synthèse de l'IgE dans cette phase de sensibilisation. Et de même, dans la phase de déclenchement, on connaît très bien quels sont les médiateurs au niveau local, mais aussi systémique, qui sont à la base des manifestations cliniques. Dans ce chapitre-là, je pense, et je me permets cette réflexion sous réserve de mes aînés immunologistes qui sont là, la découverte des TH2 est très probablement la plus grande après celle des IgE dans le monde ou l'histoire de l'allergie. La découverte de cette polarisation TH1, TH2. Pourquoi ? Parce qu'elle a permis d'asseoir les fondements cellulaires de l'allergie, sachant que les IgE étant un acteur et un témoin de ce phénomène-là. Elle a permis aussi de mettre en évidence les cytokines clés dans le phénomène d'allergie, à savoir l'interleukine 4. On avance un petit peu dans le temps. Ça, c'était début des années 2000. On a compris que la dichotomie TH1, TH2 n'était pas seule. Ça, c'est les TH2. On a découvert par la suite d'autres sous-populations, les TH17, des populations pro-inflammatoires. On a compris qu'il y avait un challenge entre toutes ces populations-là. D'autres sous-populations, encore une fois, ont été découvertes, les T régulateurs. Et là aussi, on a compris que certains sujets souffrant d'allergie avaient un problème au niveau de ces sous-populations-là. Là, on avance encore plus. Ça, c'est vers les années 2011, 2012, 2013, la découverte de ces nouvelles sous-populations de cellules qu'on appelle les ILC
TH2, qui sont des lymphocytes de l'immunité innée et qui sont impliqués directement dans les phénomènes d'allergie. Pourquoi? Parce qu'ils sont synthétiseurs de cytokines qui miment un petit peu l'action des TH2. Ces nouvelles cellules-là sont un petit peu et peuvent être un petit peu le lien entre l'immunité innée et la polarisation vers la voie TH2 en synthétisant donc ces cytokines nécessaires et obligatoires pour une polarisation TH2 et donc une synthèse des IgE. Alors, les IgE ne se limitent pas à l'allergie. Les IgE sont retrouvés dans plusieurs types de pathologies et de situations. Celle la plus connue, la plus décrite, ce sont les parasitoses. L'IgE maintenant, elle est connue pour être un élément très actif dans les défenses antiparasitaires. Ascaris, schistosome, elle serait la mémoire immunologique et les lymphocytes B, mémoire à IgE, peuvent immuniser, chez les patients immunisés, peuvent protéger et confèrent donc une résistance à une réinfection par certains parasites. Toutefois, une attention particulière devrait être portée à cet égard-là lors du diagnostic parce que certains parasitoses peuvent mimer, voire donner les mêmes signes cliniques d'une allergie et à ce moment-là, le diagnostic différentiel devrait être bien mené. Dans le domaine de l'immunologie, mais aussi chez nos collègues pédiatres, on connaît bien cette pathologie-là, un déficit immunitaire qui n'est pas très fréquent, mais qu'on le voit en routine, c'est le syndrome d'hyper-IgE, connu aussi sous le nom de syndrome de Job. Et là aussi, on a des taux très très élevés d'IgE qui sont mesurés au niveau sanguin, avec une hyper-eosinophilie et une clinique qui est assez parlante. Autre pathologie, les maladies auto-immunes. Et là aussi, les IgE autoréactifs ont été décrites il y a une quarantaine d'années. Elles ne sont pas recherchées effectivement dans la pratique courante, elles ne sont pas dans les recommandations, mais leur rôle délétère, il est là. L'activité, leur taux est corrélé à l'activité de la pathologie. Elles sont plus fréquemment observées dans les atteintes dermatologiques. Et il y a un autre argument, le traitement par certains anticorps anti-IgE, il permet de retrouver, vous voyez là, la fréquence un petit peu des anticorps d'isotype IgE, des autres anticorps d'isotype IgE dans différentes pathologies et selon les spécificités. L'exemple type est les pemphigoïdes bulleuses. Et là aussi, vous voyez que les autres anticorps d'isotype IgE sont retrouvés, dirigés contre un antigène particulier, le BP180. Le BP180 est retrouvé à la surface des mastocytes. Le BP180 peut dégranuler les basophiles prélevés à partir de ces patients-là. Et encore une fois, il y a une amélioration très significative des symptômes sous anti-IgE. Ce sont des arguments en faveur d'auto-anticorps d'isotype IgE. Autre exemple, dans le lupus érythémateux systémique, là aussi, les auto-anticorps IgE vont augmenter l'afflux des basophiles, la dégranulation des mastocytes, la synthèse de certains cytokines. Ils vont amplifier même la synthèse des auto-anticorps d'isotype IgG. À ce moment-là, on peut imaginer qu'il y a un bel avenir donc, pour l'IgE en immunothérapie. On sait très bien que le traitement, entre guillemets, curatif de l'allergie reste les vaccins. Pour nos autres immunologistes, on l'appelle désensibilisation, immunothérapie spécifique d'allergènes, parce qu'elle va agir à la base et à la source de la production des IgE. Mais les anticorps aussi anti-IgE ont leur place. J'ai eu la chance qu'il y ait le passage en parlant du Xolair tout à l'heure et des mécanismes d'action en détail. Alors le Xolair va agir en diminuant, le lomalizumab plutôt va agir
donc en diminuant la synthèse des IgE, en dissociant carrément donc l'allergène de son, plutôt l'IgE de son récepteur, il va downréguler, c'est-à-dire diminuer l'expression du récepteur à sa surface, et enfin, il va diminuer le taux d'afflux des basophiles, des eosinophiles au niveau des sites de l'inflammation. Alors, désolé pour l'image qui n'est pas très claire, mais c'était juste pour dire qu'il y a toutes les autres, tout l'environnement qui accompagnait les allergies étaient des cibles potentielles, étaient des cibles de recherche pour la synthèse de nouvelles thérapeutiques pour l'allergie, que ce soit les anticorps, les anticorps monoclonaux dirigés contre l'IgE ou bien toutes les voies signalétiques impliquées dans l'allergie. Une autre réflexion, et c'est la dernière, pourquoi l'utilisation des IgE dans le traitement du cancer? On l'a vu tout à l'heure. Elle a une affinité exceptionnelle pour son récepteur, une affinité qui est beaucoup plus élevée que celle des IgG pour leur récepteur. L'IgE il n'existe pas de récepteur inhibiteur pour l'IgE en comparaison à l'IgG. La demi-vie tissulaire de l'IgE, elle est très élevée. Vous savez qu'elle n'est pas inférieure à 3 semaines. Ça sous-entend qu'un anticorps monoclonal d'isotype IgE dirigé contre une tumeur peut être retenu au niveau de la masse tumorale sur une durée plus longue et ça diminuerait encore les doses injectées aux patients. Le rôle effecteur de l'IgE, il est beaucoup plus puissant avec toute sa capacité à dégranuler les mastocytes, les basophiles et autres types cellulaires. Et enfin, il y a très peu de compétition parce que l'IgE qui va être perfusée aux malades, elle ne retrouvera pas d'autres IgE sériques qui sont en réalité en très faible concentration. En conclusion, l'IgE n'a pas livré tous ses secrets. Certes, c'est un virage, elle constitue un virage dans la pratique de l'allergologie, mais son implication dans la physiopathologie des maladies allergiques a permis la découverte et permettra sans doute la découverte de nouvelles voies de signalisation, de nouvelles cytokines et ainsi de développer de nouvelles thérapeutiques. Elle est impliquée aussi dans d'autres types de pathologies, cancer, maladies auto-immunes, déficit immunitaire, et à ce moment-là, elle permettra de nouvelles approches thérapeutiques. Elle a un grand potentiel sur le plan fondamental, translationnel et clinique. Et comme l'a dit Sergio Romagnani, cette découverte ou la découverte des IgE a permis de faire le switch, le passage de l'allergie d'un phénomène clinique, empirique, vers un phénomène clinique, vers une médecine plutôt basée sur des faits, une médecine mesurable. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Medou, pour nous avoir donné un large panorama sur les IgE, à la fois sur le plan structural que sur leur devenir en biothérapie, qui sera, je pense, très intéressant. Maintenant, je donne la parole au professeur Djenouhat, qui va nous parler de l'urticaire angioïdème chez les patients atteints de thyroïdite et nous déterminer quel type de relation entre ces deux phénomènes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier aussi le professeur Renaud de m'avoir invité pour donner cette conférence qui va porter sur une association qui n'est pas vraiment d'actualité. C'est l'association entre les urticaires et les thyroïdites auto-immunes. Puisqu'on parle de thyroïdite auto-immune, donc ce qu'il faut savoir, un petit rappel sur les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, comme vous le savez, c'est des pathologies qui vont activer le système immunitaire, que ce soit les lymphocytes B ou les lymphocytes T, pour réagir contre les composants de soi, qu'on devrait normalement les tolérer. L'auto-immunité n'est pas toujours pathologique. On a deux types d'auto-immunité. L'auto-immunité physiologique qui a pour but d'éliminer les auto-antigènes détruits ou vieillis, et elle permet aussi la régulation de la réponse immunitaire pour essayer de la stopper.
Et l'auto-immunité pathologique, c'est l'auto-immunité qui sera responsable du développement de pathologies auto-immunes. Comme toutes les pathologies auto-immunes, elles sont d'origine multifactorielle. Donc il y a toujours un fond génétique. Sur ce fond génétique, on incrimine en fonction de maladies auto-immunes les facteurs d'environnement. Et puisqu'on est dans les thyroïdites auto-immunes, c'est surtout l'alimentation. En plus de ces deux facteurs, on a aussi le troisième facteur qui est composé ou constitué par les éléments c'est ce qu'on appelle les facteurs épigénétiques. C'est les mêmes gènes qui sont modifiés par les facteurs environnementaux et qui peuvent modifier la fonction en fonction de ces facteurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'histoire naturelle des thyroïdites auto-immunes, on détecte des nodules qui sont asymptomatiques, puis on met un peu de temps pour sécréter, pour que ce nodule qui est détectable par échographie, on met un peu de temps pour avoir, ou bien pour détecter les autoanticorps dirigés contre soit la thyroglobuline ou les TPO. À ce stade-là, les patients sont asymptomatiques. Donc il faut un peu de temps pour aboutir à la phase, à une élévation de la TSH, et dans ce cas-là, la pathologie devient symptomatique. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que l'urticaire, lorsqu'elle est associée à la thyroïdite, souvent, elle est associée à la thyroïdite lorsque cette dernière est asymptomatique, c'est-à-dire en phase de thyroïdie. Donc, on a des autoanticorps, mais sans dysthyroïdie. Le dosage hormonal ne montre aucune anomalie. Pour ce qui est de l'urticaire chronique, je ne vais pas le définir, mais j'insiste sur la notion de temps. Il faut qu'il dure au-delà de 6 semaines, comme vous pouvez le constater. On peut avoir l'apparition de cette lésion des poussées quotidiennes ou semi-quotidiennes. Le mastocyte, il peut être, comme vous le savez déjà, ce n'est pas une nouveauté, dégranulé par des mécanismes immunologiques et principalement par les IgE ou bien par des mécanismes non immunologiques. Donc, sur le plan éthiopathogénique, lorsqu'on parle d'urticaire, c'est le mastocyte. Donc, on est en face d'un mastocyte qui est fragile. Pour développer l'urticaire, il faut que le mastocyte soit toujours prêt, dans un état de préactivation. Cet mastocyte fragilisé, on l'observe surtout chez les patients atopiques ou bien chez les patients qui peuvent avoir des pathologies auto-immunes. En plus de ce premier facteur, cette préactivation mastocytaire, il faut qu'il y ait un facteur activateur ou déclenchant qui peut être soit un facteur physique, alimentaire ou autre. Lorsqu'on parle d'urticaire aiguë, c'est surtout d'origine allergique. Par contre, l'urticaire chronique, il est rarement ou exceptionnellement d'origine allergique. Donc si on exclut parmi les étiologies des urticaires les vascularites et les urticaires physiques, on va tomber dans plus de 50% sont des urticaires idiopathiques et presque la moitié aussi, comme vous pouvez le constater ici, ils sont d'origine auto-immune. Donc, quelle est la relation qui existe entre une pathologie thyroïdienne et cette manifestation cutanée? Donc, on a une relation dans les deux sens. Des patients qui ont des lésions urticariennes et lorsqu'on les explore, on peut trouver des anticorps antithyroïdiennes et l'inverse. Des patients qui sont atteints de thyroïdite auto-immune et qui développent des lésions cutanées à type d'urticaire. Donc, l'urticaire, comme je l'avais dit, c'est une manifestation, elle n'est pas rare, elle est rare, vous allez voir, on va voir maintenant les études, et l'auto-immunité thyroïdienne chez les patients avec urticaire, elle est fréquente. L'association, la description de la première association, elle date de 1957 par une équipe de Harvard qui a constaté l'apparition des urticaires chez quelques patients. Ils ont publié cet article dans New England Journal of Medicine. C'est les manifestations cliniques bizarres associées à l'hyperthyroïdie. Il a fallu attendre presque 30 ans pour voir cette publication qui a porté sur 140 patients atteints d'urticaire chronique qui vient de Toronto. Ils ont constaté que 17% de leurs patients présentent dans leur sérum
des titres élevés d'anticorps dirigés contre les composants de thyroïde. Ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est deux choses. La première des choses, on est dans la deuxième colonne, dans la durée des urticaires qui peut varier, comme vous pouvez le constater, de 10 semaines, 27 semaines, 55 semaines. Mais le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que je ne vois pas très bien Bref, le prochain est le plus important. Ce qu'il faut retenir ici, c'est les deux dernières colonnes. L'avant-dernière colonne, c'est le statut de ces patients. On a 17 patients qui ont présenté des anomalies thyroïdiennes. Lorsqu'on a étudié le statut thyroïdien, on a constaté que la plupart de ces patients, dans l'avant-dernière colonne, on constate très bien qu'ils sont dans un état de thyroïdie. Donc, ni hyperthyroïdie, ni hypothyroïdie. Donc, l'urticaire apparaît chez les patients qui présentent des perturbations, des taux élevés d'auto-anticorps antithyroïdiens, mais sans manifestation thyroïdienne, puisqu'on est toujours dans le thyroïdie. Deuxième élément très important, c'est la dernière colonne, c'est que quelques patients qui sont en euthyroïdie, et lorsqu'on leur donne le lévothyrox, on voit qu'il y a quelques patients, une rémission complète, il y a des patients qui répondent quand même bien. Donc on traite des patients sans dysthyroïdie pour l'urticaire, et on aura rémission de leurs lésions cutanées. Je ne vais pas insister trop ici, c'est juste pour vous montrer dans les derniers guidelines de la British Society of Immunology and Allergy and Clinical Immunology, c'est que lorsqu'on parle d'urticaire, on a des urticaires auto-immunes. Les urticaires auto-immunes sont des urticaires qui développent des IgE des auto-anticorps dirigés contre le récepteur des IgE. Et comme vous pouvez le constater en rouge ici, lorsqu'on est auto-immune, on n'est pas obligé. Souvent, quel est l'élément qui va nous orienter vers une urticaire auto-immune? C'est la présence d'une pathologie auto-immune. Souvent, cette pathologie, c'est la thyroïdite auto-immune, mais on peut parfois trouver une autre pathologie, soit une vascularite, soit un lupus ou autre. La question qui se pose, pourquoi on n'a que quelques patients qui sont atteints de ces pathologies thyroïdiennes qui développent des urticaires? Il y a un article qui a été publié par les Indiens et qui a essayé d'étudier le statut inflammatoire entre les patients qui présentent thyroïdite avec urticaire et thyroïdite sans urticaire. Ce qu'ils ont constaté, ils ont dosé une protéine inflammatoire, la néoptyrine. Ils ont constaté qu'en fin de compte, lorsqu'ils comparent les deux populations, thyroïdite avec urticaire et thyroïdite sans urticaire, ils ont constaté que le taux des protéines inflammatoires est très élevé par rapport à la population qui ne développe pas les urticaires. Et lorsqu'ils ont cette population qui présente des thyroïdites auto-immunes avec urticaire, ils ont dosé les marqueurs inflammatoires avant traitement par lévothyrox et après traitement par lévothyrox, ils ont constaté qu'on a, juste après traitement, une normalisation des paramètres inflammatoires. Donc, en conclusion, ils ont insisté sur le fait qu'une thyroïdite, une patient qui a atteint une thyroïdite, pour qu'il développe une lésion urticarienne, il faut qu'il y ait un fond inflammatoire systémique. Donc, s'il y a une inflammation systémique, on peut avoir urticaire associé à la thyroïdite. S'il n'y a pas d'inflammation systémique, eh bien dans ce cas-là, on sera en face de patients atteints de pathologie thyroïdite auto-immune sans urticaire. Deuxième éventualité, c'est que probablement les anticorps antithyroïdiens, ils ont une autoréactivité mastocytaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a essayé de récupérer le sérum des patients atteints d'urticaire chronique. On l'a mis en présence de basophile et on a constaté que le basophile dégranule. Donc, il semble exister cette autoréactivité mastocytaire. Et comme vous pouvez le constater, une série de 154 patients qui présentent une thyroïdite auto-immune sans urticaire, on a constaté que le test cutané autologue, il était positif chez presque la moitié de ces malades.
Donc l'hypothèse d'une réactivité entre les autoanticorps antithyroïdiens et le FCY de type 1 mastocytaire peut être soulevée. Malheureusement, elle n'est pas prouvée. Il y a d'autres auteurs qui ont dit probablement c'est la TSH qui est à l'origine de l'apparition de l'urticaire. La preuve, elle est là. Les patients, même s'ils sont asymptomatiques, on leur donne le lévothyrox, on normalise la TSH et ça rentre dans l'ordre. Donc, ils ont postulé cette éventualité. C'est ce que vous pouvez voir comme en deuxième point, c'est que la TSH serait capable de produire des changements considérables dans la réaction immunitaire et dans la tolérance immunitaire des patients atteints d'auto-immune auto-immune qui est responsable de ces dommages sur les organes cibles. Donc on n'est plus dans l'immunologie, mais ce sera l'immunologie intriquée par l'endocrinologie et la neurologie. C'est ce qu'on appelle l'axe neuro-immuno-endocrinien qui serait responsable de l'apparition des urticaires chez les patients atteints de thyroïdite auto-immune. Donc le problème qui se pose dans les études qui portent sur l'implication ou l'utilisation de lévothyrox chez les patients euthyroïdiens, le problème qui se pose, il faut les interpréter de façon très prudente. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit toujours d'études qui portent sur un faible échantillonnage. Et le deuxième grand point faible de ces études, c'est qu'on ne peut pas utiliser un groupe témoin. Mais j'ai insisté quand même de vous rapporter une petite étude qui a porté uniquement sur 13 patients, qui a été menée à l'époque de Monneray-Vautrin par son équipe. Ils ont utilisé, il faut suivre le cercle en bleu. Le cercle en bleu, c'est 13 patients atteints de thyroïdite avec atteints d'urticaire chronique résistant. Cet urticaire résistant à toutes les thérapeutiques, ils ont essayé d'utiliser le lévothyrox. Résultat, 61,5% d'efficacité de ce traitement hormonal. Deux points, il faut faire ressortir 2 points de cette étude, c'est que la réponse des malades, elle est dose-dépendante. Si on donne des posologies entre 70 et 100 microgrammes par jour, ça peut aboutir à une guérison, la plupart seront guéris. Par contre, ceux qui n'ont pas répondu, c'est les patients qui ont reçu des doses un peu plus faibles. Deuxième point très très important de cette étude, c'est que l'évolution favorable n'évolue pas dans le même sens que l'évolution des taux d'auto-anticorps antithyroïdiens. Les patients qui ont répondu, on a constaté que chez ces patients, on a eu une augmentation d'auto-anticorps antithyroïdiens. Une autre hypothèse, probablement, il y a une réaction croisée entre le FCY récepteur et les anticorps antithyroïdiens. Et comme vous pouvez le constater, le sérum des patients qui contient des anticorps antithyroïdiens et les anticorps anti-FCY1, en absence de TPO thyroglobuline, le taux d'anticorps anti-FCY il est très bas. Donc, c'est une étude qui a été réalisée sur une lignée mastocytaire qui surexprime le FCY1. Donc, il n'y a pas de compétition d'emblée. C'est les anticorps IgE qui sont partis vers le récepteur des IgE. Deuxième point, lorsqu'on prend les sérums, la même étude, mais lorsqu'on additionne TPO et la thyroglobuline, on ne va pas inhiber l'activation de mastocytaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition entre les anticorps anti-FCY1 et les anticorps antithyroïdiens. Donc, absence de réactivité croisée entre les anticorps FCY1 et antithyroïdiens. Et cette prévalence accrue des anticorps anti-FCY1 et des anticorps antithyroïdiens, il est probablement à une prédisposition génétique à développer les maladies auto-immunes. Le dernier point, ça a été dit l'année passée, ça a été redit maintenant par mon collègue professeur Medour, on est probablement en face d'une auto-immunité médiée par les IgE. C'est des IgE qui peuvent reconnaître la TPO, et si on est en face des IgE, ça va expliquer les lésions urticariennes. Donc, en conclusion, c'est la positivité des anticorps antithyroïdiens dans l'urticaire pourrait être interprétée comme un épiphénomène. C'est une partie intégrante d'un tableau d'auto-immunité global.
Ce qu'il faut, j'insiste sur la recherche d'une thyroïdite d'Hashimoto dans un bilan étiologique de l'urticaire chronique. Des études sont cependant nécessaires pour déterminer s'il s'agit d'un facteur étiologique ou d'un simple facteur favorisant. Et comme on vient de le voir, plusieurs hypothèses qui pourraient expliquer le rôle pathogène de ces auto-anticorps antithyroïdiens dans l'urticaire chronique ont été formulées. Et je vous remercie.